Audio Jungle. Plateau Foot Europe, c'est à cette heure que ça se savoure en votre compagnie et nous vous en remercions. Sur la table des spécialistes, le passage en revue des rencontres de C1. Haaland affole les compteurs, plein régime pour le Real et le Bayern, avec un Sadio Mané, buteur et passeur. Lionel fait du Messi, des résultats de Ligue Europa. Manchester United renversant vainqueur en C3, on en parle dans la partie 1. Il s'agira de quelques classiques dans les majeurs en cette fin de semaine. Dans la partie 2, Arsenal, Liverpool, AC Milan, Juventus, Dortmund, Bayern ou encore Lille, Lens. Tous ces sujets dans PFE, nouveau numéro sur la radio qui mouille le maillot. Oui, vous le savez bien, nous sommes là pour l'aventure de l'info et du fun. Nous allons démarrer dans quelques instants. Et nous allons faire du Plateau Foot Europe. Bonjour Franck Nouniama, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. En pleine forme? Ça va, on rend grâce, ça Merci beaucoup d'être présent. Mon cher Delano Fatik Bowoun, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Oui, vous avez salué des auditrices aujourd'hui? Naturellement. Non, naturellement, Oui, d'accord. j'ai dit bonjour à toutes et à tous. À toutes et à tous, donc tout vient avant tous. Justement. Voilà qui est dit. On salue Anas PM qui est au niveau de la console technique. Et puis oui, il est toujours présent debout durant toute l'émission. Il s'agit d'Elom Adovon. Il est le réalisateur vidéo de cette émission à retrouver sur la page YouTube de Sport FM. 753e rendez-vous de Plateau Foot Europe. Quelle longévité en tout cas. Ce n'est pas terminé. On continuera toujours de vous apporter les infos croustillantes concernant le football européen. Et c'est parti. Ce sont les champions Zip de Besten. Et tout ce que vous voulez concernant cette mélodie éponyme presque éternelle de la Ligue européenne des champions. On va dérouler les rencontres. On démarre avec la poule A, la 3e journée. Ça va vite, d'autant plus que la Coupe du Monde, Qatari est là. Donc on enchaîne. Ne soyez pas surpris. Liverpool qui s'impose à domicile 2-0 face à Glasgow Rangers. Les Reds qui se relancent. Et puis Napoli, oui, qui a corrigé, a écrasé, a ratatiné l'Ajax 6-1, s'il vous plaît, en déplacement. Cette équipe de Naples, quoi qu'on dise, la meilleure attaque de cette campagne-là, surpris ou on pourra dire qu'on assiste à un Napoli, on pourra dire engagé, ambitieux cette saison. Est-ce que le Napoli est ambitieux cette saison? Je crois que oui, les saisons passent mais ne se ressemblent pas. Maintenant, on sait que les Napolitains en ce début de saison, ils font un très très bon début de saison, tant en championnat qu'en Ligue européenne des champions. Aujourd'hui, premier de cette poule-là devant Liverpool avec 9 points, le plein de points d'ailleurs. Je crois que cette équipe est sur une très bonne lancée pour pouvoir accrocher son ticket pour le tour suivant. Si au match retour face à l'Ajax Amsterdam, à domicile. Bon, ils ont déjà 9 points, c'est presque fait. C'est presque fait. Il va falloir faire un bon résultat lors de la prochaine journée pour pouvoir accrocher déjà son ticket pour le prochain tour. Maintenant, vous savez, un match de football demeure toujours un match de football. Et dans cette compétition, je crois que le Napoli est bien parti pour s'offrir soit la première place ou la deuxième place. Même la deuxième place, je crois que ça va être très disputé derrière le club italien, à savoir Liverpool et puis l'Ajax. C'est pas encore joué entre ces deux formations là, mais vous savez, le Napoli est bien parti pour être premier de ce groupe là. C'est ce qu'on remarque en tout cas au niveau du club Partenopei, la poule B. Porto qui se relance enfin face au Bayer Leverkusen 2-0, et puis cette glissade de l'Atlético de Madrid en terre bruxelloise. C'est quand même assez curieux. Le FC Bruges, là aussi, fait le plein de points dans cette compétition, Franck. Oui, c'est aussi l'une des surprises, on va dire, de cette compétition. Le FC Bruges qui va bien dans cette compétition qui surprend. Et la dernière, c'est quand même cette victoire face à l'Atlético Madrid qui était attendue. Et surtout ce pénalty raté d'Antoine Griezmann qui, dans la foulée, a prolongé son contrat avec le club espagnol. Mais bon, je pense que c'est un peu l'image de ce que montre le club dirigé par Diego Simeone dans le championnat,
qui est un peu, on va dire, transposé du côté de la Ligue européenne des champions. Ce club ne rassure pas depuis le début de la saison. Je pense que Bruges, oui, cette équipe, pas de stars, mais des joueurs de devoir, des joueurs déterminés à aller chercher, on va dire, une place honorable dans cette compétition. Vous savez que c'est des clubs qui essaient chaque année, mais qui à l'arrivée chutent toujours ou bien sont reversés en Ligue Europa. Donc, je pense qu'ils sont bien partis. Peut-être cette année, ce sera la bonne. Pourquoi pas? Ils sont bien partis pour accrocher une place en huitième de finale en Ligue européenne des champions. Difficile pour le moment pour le Bayer Leverkusen, certes qu'il y a déjà 3 points, mais attention, derrière, oui, le ticket va être très disputé entre ces 3, Porto, Bayer Leverkusen et puis l'Atlético de Madrid. On le rappelle, en tout cas, cette équipe a déjà disputé 2 finales de Ligue des Champions en 2016 et 2017, si je ne m'abuse, et même cette équipe-là jusqu'à présent est méconnaissable. Une autre équipe qui va mieux, même disons, oui, ça va magnifiquement bien, c'est le Bayern. 5-0 à domicile face à Viktoria Pilsen. Et de l'autre côté, c'est l'Inter qui s'impose 1-0 devant le Football Club Barcelone. Alors cette équipe du Bayern, bon, c'était facile, Viktoria Pilsen 5-0. Il pouvait faire mieux que ça, peut-être même 10-0. On savait que ça va être de la promenade, ça va être du chocolat, ça va être un peu comme du couteau dans du beurre. Il n'y avait pas d'adversité en face. On parle de Viktoria Pilsen qui reste quand même un apprenti. Victoria, ils doivent changer de... un apprenti devant le Bayern de Munich qui avait besoin de se rassurer, d'assurer le 3-3 et puis pour pratiquement avoir son ticket pour le tour suivant. Ça, c'est bien fait. Avec Mané qui a marqué un sombrero et puis un contre favorable et puis frappe. Ça libère un tout petit peu le Sénégalais. On va dire également que le Camerounais a participé à cette victoire. Choupo-Moting, doublé de le roi Sané. Ça fait 4 buts pour lui dans cette compétition. Je pense que le Bayern va bien. 3/3 pour le moment, c'est bien. Mais la surprise, c'est un peu pour le FC Barcelone. Pour vous, c'est une surprise? Pour moi, c'est une surprise. On attendait cette équipe faire la différence face à l'Inter. Mais elle a été encore une fois surprise. L'Inter a mis un mur. Oui, le mur de Milan. Vraiment un mur. C'est vrai qu'il y a des détails qui pouvaient permettre quand même au Barça d'égaliser avec cette main. Ce pénalty mal apprécié, pas accordé. Donc, je pense que c'est la surprise. Et lorsqu'on regarde un peu le classement, et le Barça est 3e. Ce n'était pas prévu au départ. On se dit que c'est le Barça et le Bayern qui devaient se disputer pour la première place de ce groupe. Maintenant, il reste 3 matchs. Il va falloir au Blaugrana de réagir pour aller chercher ce ticket. En tout cas, pour l'instant, le ticket est presque à portée de main pour le Bayern. Vous avez tout à l'heure cité Sadio Mané, buteur et passeur. On va écouter l'international sénégalais. Je suis très heureux de marquer mon premier but en Champions League avec le Bayern et aussi ma première passe décisive. Donc je suis content dans l'ensemble de participer à la victoire de l'équipe. Honnêtement, je pense que Karim mérite cette année. Je pense qu'il mérite. Il a fait une belle saison. Il a fait une grande saison avec le Real. Il a gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il mérite largement. Donc je suis content pour lui. Il est allé au-delà, en tout cas, de sa prestation personnelle en parlant aussi du prochain Ballon d'Or, Karim Benzema. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Non, moi, je crois qu'il est véridique. Il est lucide par rapport au prochain vainqueur du Ballon d'Or, qui sera sans doute Karim Benzema. D'accord. Mais sur sa prestation dans cette rencontre-là, je crois qu'il n'y avait pas photo entre le Bayern de Munich et puis le Viktoria Pilsen à l'arrivée. C'est 5-0. Le contraire aurait surpris plus. Le contraire aurait surpris moi-même d'ailleurs. Ah d'accord, merci beaucoup. Et donc pour moi, l'international sénégalais a dit tout simplement la vérité. N'est-ce pas? Surtout par rapport à l'aspect Karim Benzema. Oui, tout à fait. En tout cas, on suivra. On lui a même posé la question. Que dit-il de sa 2e place? Bon, il a souri un peu et il est parti. La poule D à présent. Marseille, Marseille qui gagne. Le plus important, c'est le trophée. C'est justement ça. Marseille qui s'offre un plaisir du sourire, 4-1 devant le Sporting Lisbonne avec, des situations assez particulières dans cette partie. Le portier Adan, portugais qui n'était pas du tout bien réveillé. Et puis derrière, 0-0 entre Francfort et Tottenham. Alors, cette victoire de Marseille, comment vous l'interprétez?
Non, mais c'est une délivrance finalement. C'est une délivrance. Une première victoire depuis 10 ans, on va le dire, en Ligue européenne des champions. Sans le public. Hein. Sans le public. Incroyable. Il fallait le faire. C'est une équipe qui a montré du caractère, puisqu'au départ, cette équipe, après quelques secondes, quelques minutes déjà, a été menée sur un joli but. Il fallait réagir. Et voilà, le Marseille a su le faire avec ses jeunes et ses joueurs d'expérience que sont, j'allais dire, Alexis qui montre la voie d'ailleurs, en allant mettre la pression au gardien pour le pousser à la faute. Il a si bien fait. Et après, l'équipe s'est un peu libérée avec le jeune Amin Harit, Tavares, l'expérimenté Chancel Bemba qui est là et qui marque. Donc, je pense que la dernière fois, c'était une équipe qui a montré du caractère, de la solidité mentale et puis une certaine aisance technique à aller de l'avant avec Matteo Guendouzi qui était là également. Donc, c'était très bien pour cette équipe qui se libère, on peut le dire, un tout petit peu en attendant le match retour. Mais ce n'est pas encore fait puisque le club reste encore, j'allais dire, dernier, derrière Francfort, Tottenham et puis Lisbonne. Donc, il va falloir assurer. Et puis, l'autre match qui peut-être a fait un peu le jeu de Marseille, c'est ce nul entre Francfort et puis Tottenham. Donc voilà, il y a encore de la chance, il y a encore de l'espoir pour les Olympiens, on verra bien. Il y a encore de l'espoir et ça se chante en tout cas comme ça du côté, oui, ça me rappelle une chanson. Hein. Il y a de l'espoir pour toi. La poule. Ici, Jésus ne sera pas la solution, mais le travail sur le terrain. Voilà qui est dit de la part de Delanov. Alors, mercredi, il y a eu également des matchs dans les différentes poules. La poule E, Salzbourg, qui a gagné petitement à la maison 1-0 face au Dynamo Zagreb. C'était important. Oui, et puis l'équipe de Chelsea. Oui, Chelsea de Graham Potter s'est offert le scalp du Milan. C'est 3-0. Vous êtes surpris par ce score ou bien pour vous, oui, le Chelsea Football Club était au-dessus des Rossoneri. Mais dans cette rencontre, Chelsea avait beaucoup plus envie d'aller chercher les 3 points de la journée. À la fin, on a vu que les efforts de ces Blues-là ont été payés, notamment un but du Gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, et puis un Reece James également qui était complètement dans ça pour le jour-là. Je crois que le Milan, c'est vrai, c'est une équipe historique dans cette compétition-là, mais depuis quelques saisons, quand cette équipe revient dans cette compétition, on voit que ce n'est pas ça. Une équipe qui joue parfois petit bras par rapport à ses adversaires. Vous pensez que la qualité des joueurs en Ligue des Champions, ce n'est pas aussi dosé? En championnat, ça peut le faire, en Ligue des Champions, c'est que ça a toujours été un cran au-dessus. Quand vous n'avez pas la justesse technique, quand vous n'avez pas, vous ne mettez pas les ingrédients nécessaires dans vos rencontres pour pouvoir aller chercher les résultats derrière, ça peut cacher tout de suite. Et ça a été le péché mignon du club Rossoneri la dernière fois. On a vu une équipe qui n'était pas forcément là dans la rencontre. Oui, et complètement éteint. Complètement éteint. Il y a aussi des absences de taille dans cette équipe. Mike Maignan n'était pas là. Et il y a une ligne défensive aussi. Théo Hernandez n'est pas là. Oui. Bon. Et donc, il y avait beaucoup d'arguments. Victoire logique pour Chelsea par rapport à l'AC Milan. Et Graham Potter, avec cette première victoire, permet aux Blues de se relancer complètement dans cette poule parce que avec 4 points, il y a le RB Salzbourg qui est devant avec 5 unités. Avec 5. Oui. Et donc, il y a encore de la place dans ce groupe-là à aller chercher. C'est très, très serré. Très serré. 5-4-3. C'est comme un système de jeu. Attention, à ce niveau-là, je ne sais pas qui est mieux placé pour aller c'est très serré. le ticket, C'est très serré lorsque vous regardez le groupe. Cette équipe de Salzbourg qui, au fil des années, prend du galon, engrange de l'expérience. Et la preuve, ils sont en tête de ce groupe avec 5 points, même s'ils ne font pas le plein. Ils ont quand même gagné un match et puis aligné 2 nuls. C'est bien pour cette équipe qui joue dans un même groupe que le vainqueur de la compétition il y a deux saisons. Je parlais de Chelsea. Absolument. Pour le Milan aussi, je crois que cette équipe est un tout petit peu désavantagée. Le club a perdu
un peu de sa verve par rapport à la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a des joueurs comme Léao, comme d'autres joueurs, Olivier Giroud. Tonali, mais la dernière fois, les hommes de Graham Potter ont montré plus d'envie, plus de détermination que les Rossoneri. Et ils ont fait la différence. Je m'attendais peut-être à un match serré, à une victoire peut-être de Chelsea, mais à 3-0, ce score de 3-0, ça laisse quand même poser des questions. Je pense que le Milan ne méritait pas ça, mais Graham Potter et ses hommes avaient cette envie de gagner, ils l'ont fait. En tout cas, les Blues sont toujours dans la course pour le ticket des huitièmes. On rappelle qu'ils ont perdu Wesley Fofana sur blessure. Il a marqué, et puis derrière, il s'est blessé. On annonce 4 semaines d'absence pour l'international français. En tout cas, on se frotte les mains, ou je dirais même on prie du côté de l'équipe de France pour qu'il revienne plus vite et plus fort pour la prochaine Coupe du Monde. Le groupe F, Leipzig qui gagne à domicile grâce à Nkunku et compagnie 3-1 face au Celtic Glasgow. Et puis le Real sans convaincre 3-1 face au Shakhtar Donetsk. Oui, qu'est-ce à dire? 2-1. Oui, je ne vais pas ajouter un but au Real Madrid. C'est 2-1. C'est vrai. Le Real Madrid fait partie de ces 3 équipes-là pour cette première phase. Sinon, la phase allée de la Ligue des Champions, à avoir engrangé les 9 points sur les 9 possibles avec Napoli et puis Manchester City. Mais la dernière fois, on a vu que c'est une équipe de Real Madrid qui était concernée surtout avec sa pépite Rodrigo, qui sait bien marquer les buts dans cette compétition, avec Vinicius Junior également buteur. Et derrière, on a vu un retourné acrobatique très, très, très bon du club ukrainien, là, du Shakhtar. Et c'était important de pouvoir faire le poids de pain. Surtout que cette équipe, en ce début de saison en championnat, a perdu le week-end sa première place. Il faut se relancer rapidement. Il faut aller de l'avant. Et je crois que le Real Madrid, il va falloir trouver le second qui va accompagner cette équipe-là pour le tour suivant le RB Leipzig. Rapidement, s'il vous plaît. Et puis le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar Donetsk, 4 points naturellement. Dans cette poule. On rappelle qu'Anatoly Troubine, en tout cas, a écœuré presque tous les Madrilènes, y compris même Karim Benzema. Mais bon, on continue de croire du côté de Madrid pour poursuivre l'aventure. Il y en a même qui croient en ce 15e trophée de Ligue des Champions. On attend de voir, la route est encore longue. La poule G avec City, impitoyable à domicile face à Copenhague. Et que dire encore de ce robot, de ce cyborg, Erling Braut Haaland, qui s'offre un doublé face à Copenhague au 7e et 32e minute. Et puis de l'autre côté, c'est Dortmund qui donne une leçon de football au FC Séville, 4-1. Oui, pour Manchester City, il n'y avait pas de surprise. C'était une victoire logique avec tout ce qu'on connaît de cette équipe-là. 5-0 à l'arrivée, un doublé, vous l'avez dit, encore du cyborg. Erling Braut Haaland qui marque but sur but, qui étonne, qui affole les compteurs. Déjà 19 buts en 12 matchs, toutes compétitions confondues. On se dirait que oui, il était dans cette équipe depuis 2-3 saisons. Donc il est bien intégré. Il fait bien le boulot, il fait le job et il fait peur peut-être aux autres joueurs pour peut-être les statistiques. C'est un monstre ce jeune joueur-là. De l'autre côté, la victoire du Borussia Dortmund à l'extérieur face à cette équipe du Football Club Séville qui ne va pas bien. Ce n'est que pure logique pour moi parce que Lopetegui et ses hommes ne montrent plus rien. D'ailleurs, il a été viré. Tout à fait. Et Jorge Sampaoli revient. Donc, je pense que c'est une victoire logique pour le Borussia Dortmund avec ces jeunes comme les Bellingham, l'expérimenté Julian Brandt également. Brandt et puis tous les autres. Donc voilà, pour le moment, c'est bien. C'est ce à quoi on s'attendait un tout petit peu dans ce groupe. Manchester City en tête et puis Dortmund en deuxième position. Ah oui, Séville qui est très très loin. Très très loin derrière avec un petit point en 3 matchs de Ligue des Champions. Et dire que cette équipe avait remporté la Ligue Europa la saison dernière. On rappelle que Erling Braut Haaland, ça fait quoi, 27e et 28e but marqué en carrière en C1.
à seulement 22 matchs seulement disputés. Il a déjà 27 votes, 28 buts marqués. Oui, il y a même une pétition qui a circulé il y a 3 jours, qui a recueilli près de 2 millions de signatures demandant à Erling Braut Haaland de quitter la première ligue anglaise. Pour aller où? De quitter le championnat parce que ce qu'il est en train de faire, on n'est pas content parce qu'il est trop fort apparemment pour tous les autres. Ça sort quand même de l'ordinaire et à 22 ans. Même Cristiano et puis Lionel Andrés Messi n'ont pas pu réaliser ce que Erling Braut Haaland est en train de faire. Maintenant, c'est ça aussi la vie, hein, c'est ça aussi à chaque époque de la vie. Il y a aussi quelque chose qui sort et qui marque à jamais cette époque-là. Et je crois que Erling Haaland et puis peut-être Kylian Mbappé seront les deux porte-flambeaux derrière Cristiano Ronaldo et puis Lionel Andrés Messi, parce qu'on sait que ces deux derniers ne seront pas éternels. Et quand ces deux-là vont raccrocher les crampons, je crois qu'on aura quand même des joueurs, des pépites qui vont encore nous donner des frissons. Des frissons, voilà. Et on rappelle que la saison dernière, en 2020-2021, Erling Braut Haaland, ça faisait 25 buts marqués en 20 matchs européens. Ça faisait de lui le plus jeune buteur, le plus efficace de l'histoire. Donc actuellement, ce n'est pas du tout une surprise ce qu'il est en train de faire. En tout cas, pour nous qui sommes des privilégiés, on ne peut que croiser les doigts pour qu'il soit en forme, pour briser les records, hein, tous les records qui pointent à l'horizon. Mais il reste en tout cas celui de Cristiano et de Messi en Ligue des Champions. On en parle tout à l'heure. Justement, la poule H, pour terminer, le tour des groupes de la C1. Benfica face au Paris Saint-Germain, ça fait 1 but partout. Franck, vous avez vu cette réalisation de Léo? C'est du Messi, c'est du pur Messi. Il aime cette façon de jouer, s'appuyer sur un coéquipier, qu'on lui redonne le ballon dans la course, qu'il mette, on va dire, là où il veut. La dernière fois, la touche de balle, le déplacement, le mouvement du joueur, ça montre tout simplement que c'est du pur régal. C'est un but à montrer. Il n'y a rien à dire. C'était très beau à voir. C'était, on va dire, un peu l'homme qui a été un peu au-dessus de l'effectif du Paris Saint-Germain la dernière fois, même si Neymar a tenté un retourné. Oui. On a vu Mbappé avec son enroulé détourné par le gardien. Je pense que ce but a permis quand même au Paris Saint-Germain d'avoir ce point du nul, parce que là, les Portugais avaient quand même le match. Oui. Il avait fallu des parades assez intéressantes de Donnarumma pour sauver cette équipe du Paris Saint-Germain. Je pense que quelque part les statistiques ont été un tout petit peu respectées, parce que depuis très longtemps les clubs français n'arrivent pas à faire la différence face à cette équipe de Benfica. Et je pense que la dernière fois c'était très beau. Et puis il faut noter la première victoire cette saison en la matière de la Juventus, un doublé de Rabiot. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Et qui plus est à domicile. C'était quand même surprenant de voir la Juventus Turin ne pas gagner après 2 journées. Donc voilà, ça a été fait aussi. Ça a été fait. Le Paris Saint-Germain a eu de la résistance en terre portugaise. Oui, déjà, les clubs français ne réussissent pas ou bien n'arrivent pas à gagner en terre portugaise. La série noire se poursuit. La série noire se poursuit, mais il fallait un Lionel Andrés Messi et puis un Gigi Donnarumma pour pouvoir revenir avec au moins un point la dernière fois. Et ça a été fait. Résultat heureux, parce qu'à la fin, quand on voit un peu ce que Benfica a proposé, pour moi, le Paris Saint-Germain peut s'en sortir heureux. Voilà. C'est parce que Lionel Andrés Messi a quand même marqué contre le cours du jeu. Oui. Parce que c'était le club benfiquiste qui était devant son public également. Devant son public en train de faire le jeu. Et derrière, on a vu cette sueur froide là, avec l'ouverture du score de l'Argentin. Et derrière, c'est vrai que ce n'est pas un but construit par l'équipe benfiquiste, même qui... C'était un contre son camp. Justement de Danilo. Mais derrière, on a vu une équipe assez résistante et forte devant le Paris Saint-Germain. Et à l'arrivée, je crois que ce score de 1 but partout, c'est bien logique. Et votre Juventus qui fait
3-1 à domicile. Oui, il fallait gagner. Il fallait gagner pour pouvoir se relancer dans... Sinon, Allegri, voilà, out quoi. Allez suivre le pas de Roulen Lopetegui. Lopetegui, voilà qui est dit. En tout cas, on rappelle que cette équipe de la Juve, oui, grâce à Rabiot, 3-1 face au Maccabi Haïfa, il fallait le faire. On s'intéresse au classement des meilleurs buteurs pour l'instant de cette compétition. Haaland est devant 5 réalisations, 4 pour le Roi Sané du Bayern, 3 pour Raspadori et puis Zielinski qui nous viennent du Napoli, et puis Mohamed Kudus de l'Ajax Amsterdam qui est le 5e meilleur buteur de la compétition. Au niveau des meilleurs passeurs, on retrouve Joao Cancelo de Manchester City, Zambo Anguissa, oui, de Napoli. Napoli est presque partout. Napoli également a la meilleure attaque de cette compétition avec 13 réalisations. Et puis Angel Di Maria. On rappelle que Messi a inscrit son 127e but en Ligue des Champions. Il est à 14 unités d'un certain Cristiano Ronaldo, lui qui évolue du côté des clubs de jeudi. Alors, on va parler de Lopetegui. Un match, une défaite et on lui dit goodbye, adios. Oui, c'est un peu par rapport à ce qu'il produit en championnat. Vous savez qu'en championnat, cette équipe de Séville qui joue quand même le haut du tableau, le top 5, cette saison a complètement disparu. Quand il était venu, on a vu cette équipe aller chercher même un trophée européen. Oui, tout à fait. Donc, je pense que peut-être qu'il a perdu un tout petit peu la main. Le discours ne passe plus. Les joueurs ne sont plus peut-être aussi déterminés. Et les résultats se font voir. Donc, je pense que les dirigeants n'aiment pas trop ça, et on a rapidement changé les choses. C'est un entraîneur qui souvent n'a pas, j'ai envie de dire, de baraka. Vous avez vu ce qui s'est passé avec lui en Coupe du Monde. Avec la Roja. Avec la Roja, et il est renvoyé. Après, il a atterri du côté du Real Madrid. Pas très longtemps, on le renvoie. Donc, c'est un entraîneur qui est peut-être mal compris, qui n'a pas cette chance-là de pouvoir s'imposer dans un club, mais il fait partie quand même des coachs espagnols qui ont du vécu et qui montrent plein de choses. Mais malheureusement pour lui, voilà, les résultats ne parlent pas pour lui. C'est la dure loi, en tout cas, du football, et surtout le monde des entraîneurs. Roulen Lopetegui qui quitte le FC Séville, remplacé par un certain Jorge Sampaoli, qui était déjà aux affaires. Un autre fou. Oh là là, vraiment. Il était déjà là en 2016 et 2017 et avait permis au club andalou d'accrocher la 4e place qualificative pour la Ligue européenne des champions. On a terminé avec la Ligue des champions, la C1, et là maintenant on parle de la C3. La C3, elle est sur la table des spécialistes avec là aussi la journée 3. Les résultats pris comme ceci. Arsenal, oui, qui continue toujours son embellie. 3-0 face à Bodo Glimt avec des buts d'Nketiah, Holding et puis de Vieira. Il y a également Rennes qui a battu Dynamo Kiev 2-1. La Roma qui s'incline à domicile 1-2 devant le Betis Séville. Omonia, oui, a ouvert le score face à Manchester United, mais derrière, on a vu que les Red Devils se sont fâchés et ils ont renversé l'équipe d'Omonia 3-2 avec une passe décisive au passage d'un certain Cristiano Ronaldo. Et puis de l'autre côté, le club allemand Fribourg a pris le dessus 2-0 sur l'équipe du FC Nantes. Voilà ce qu'on peut dire concernant la Ligue Europa, et nous bouclons justement, nous renversons plutôt, nous refermons les portes de cette compétition, et désormais il est l'heure de parler des majeurs. Première Ligue Express News. Nous sommes au niveau des majeurs et nous démarrons avec la première ligue anglaise, l'acte 10. Déjà samedi, on aura City qui va jouer contre Southampton. Et cette équipe de City, Franck, bon, naturellement face à Southampton qui est plus à domicile, Haaland va encore faire des siennes. Oui, c'est un match déséquilibré lorsque vous voyez un peu le classement. Oui. C'est le 2e qui joue contre le 16e au classement. Donc, il y a cette logique, cette, j'allais dire, façon de penser que les Sky Blues vont faire la différence dans ce match. Et on attend toujours, vous l'avez dit, Erling Haaland pour porter cette équipe, puisque c'est lui qui le fait depuis le début de la saison. Donc, je pense que c'est un match déséquilibré. Mais attention.
première ligue anglaise, les clubs en dernière position peuvent tirer les oreilles à ceux qui sont en tête. Donc, il faut faire très attention pour ce match du côté de Silly. Et ne pas du tout voir le client en face de haut, parce que là, vous pouvez être surpris de façon désagréable. La surprise, ou on pourra dire le vent de fraîcheur dans cette première ligue, surtout au niveau du top 4, c'est Brighton, actuellement devant Tottenham, qui, justement, les deux équipes vont se rencontrer, même si Tottenham, la dernière fois, a été battu par l'équipe d'Arsenal. Vous pensez qu'elle pourrait aller faire quelque chose du côté de Brighton ? Normalement, ça devait le faire. Tottenham d'Antonio Conte devait aller chercher un résultat positif. Mais visiblement, cette équipe déçoit. Visiblement, ça déçoit parce que c'est vrai aussi, parfois, il y a ces joueurs-là qui n'arrivent pas à assimiler ce que l'Italien veut vraiment mettre en place. Pour vous, le collectif n'est pas encore en place ? Le collectif n'est pas aussi huilé que ça, comme on aurait souhaité, même si le technicien italien est là depuis la saison dernière. C'est pas aussi ça. Maintenant, Brentford, Brighton, depuis quelques saisons, arrive à brûler la politesse à des équipes plus huppées de ce championnat. Entre-temps, j'ai dit Brighton était devant Tottenham, non. Brighton est quatrième, Tottenham est troisième. Donc, il y a 3 points de différence entre les Spurs. Il y a 3 points de différence. Justement, l'équipe de Brighton. Allez-y. 17 pour Tottenham. Exactement. Et puis 14 pour Brighton. Exactement. Et je crois que ce sera une affiche à suivre de très près. Entre ces deux formations-là, quand on sait que Tottenham, la semaine écoulée, sinon le week-end dernier, a été battu par Arsenal. 0-0 en Ligue des Champions, aucun but marqué. 0-0 en Ligue des Champions. Il va falloir se remettre dans le sens de la marche. Et je crois que Tottenham sera bien attendu sur cette rencontre-là. On rappelle que Brighton n'a eu qu'une seule défaite en championnat, tout comme Tottenham. Et donc, l'autre match, l'autre classique attendu, Arsenal-Liverpool, quand on voit un peu la dynamique des Gunners face aux Reds, qu'est-ce que ça vous dit, Franck ? Oui, à première vue, les Gunners tiennent la route face aux Reds, face à Liverpool. Lorsqu'on considère ce qu'il se passe dans le championnat, Arsenal est patron de ce championnat premier face à un club qui est 9e, si je me trompe. 9e au classement. Donc, je pense que sur le papier, on va dire que Arteta et ses babies, les Saka, les Martinelli, les Odegaard et tous les autres sont prêts à les combattre, à faire ce match-là pour préserver leur position de leader. Parce que, souvenez-vous, il n'y a qu'un point de différence entre Arsenal et puis City. Et Arsenal a envie quand même de rester leader après cette journée. Et ça va se jouer sur ce match contre Liverpool, qui également a envie de revenir. Peut-être cette victoire en Ligue des Champions peut rebooster le moral des hommes de Jürgen Klopp, qui la dernière fois ont été poussés au nul de 3 partout par Brentford. Je pense aussi une Brighton. équipe bizarre. Donc, voilà. C'est difficile pour Liverpool. C'était pas Brighton notamment. C'est Brighton. Très bien. 3 buts partout. Voilà, donc cette équipe avec a du mal. Vraiment, cette équipe a du mal à décoller correctement en championnat cette saison. C'est très compliqué. J'ai envie de dire que ça balance un tout petit peu du côté des Gunners. Les Gunners, en tout cas, ces jeunes insouciants qui ont des crolons à aller planter dans la chair des joueurs de Liverpool. Aujourd'hui, quand on considère Gunners et Reds, c'est 11 points de différence entre les deux. Vous pensez que ça doit jouer dans la tête et des joueurs d'Arsenal et ceux de Liverpool? Naturellement. En début de championnat, on disait que les deux wagons de ce championnat devaient normalement être Manchester City et puis Liverpool. Maintenant, quand les choses ont démarré, on voit que Arsenal est très bien dans sa saison, surtout en cette première partie de saison. Et ce n'est pas volé, cette première place des Gunners d'Arsenal. Premier aujourd'hui avec en différence de points de 11 points face à Liverpool. On connaît très bien ces rencontres-là. Ça a toujours été des rencontres assez disputées entre ces deux équipes. Et on verra dimanche ce que Jürgen Klopp va pouvoir proposer face
à Arsenal de Mikel Arteta. Et D'accord. quand on sait que le mercredi, quand Liverpool a joué, il y a eu cette petite sortie-là de l'Uruguayen, l'attaquant uruguayen, Darwin Núñez, qui disait que il ne comprend pas forcément ce que Klopp veut mettre en place, que ce que le coach allemand est en train de lui dire. Maintenant, je crois qu'à lui aussi Il ne comprend pas anglais ni allemand. Maintenant, à lui aussi de pouvoir travailler Pour l'instant, véritablement c'est une sur- déception. Hein. Pour le moment. Et lui, Luis Diaz, franchement, surtout pour c'est pas encore Luis ça. Diaz qui, vraiment, là, quand il est arrivé On a depuis l'impression janvier... terminé avant de poser ma question. Quand il est arrivé depuis janvier, Oui. c'est quelqu'un qui était feu volant, qui Voilà. arrivait à dribbler, à éliminer ses adversaires. Mais depuis le début de cette saison, c'est très difficile pour lui. Est-ce qu'il faut dire que c'est parce qu'il y avait Sadio Mané qu'il voulait montrer quelque chose? Apparemment, Mané manque à cette équipe. Hein. Mané continue Sans langue de bois. Sans langue de bois. Oui. Sadio Mané continue par mais il est manquer déjà parti, en tout cas. à cette équipe-là. Il Et reviendra pas. on verra ce que Liverpool va pouvoir proposer dimanche face à Arsenal, quand on sait que Arsenal fait partie des meilleures attaques de ce championnat. Absolument. 20 buts marqués actuellement. Et Liverpool, ça prend trop de buts, 9 buts. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir faire attention face au trident offensif qui est Gabriel Jesus, Martin Odegaard et puis l'anglais Bukayo Saka. En tout cas, on rappelle que Arsenal-Liverpool, ce sera à partir de 15h30 temps universel dimanche. Et donc, apprêtez justement votre agenda, votre télévision et vous cherchez des pop-corn à côté. Ça devrait être intéressant. On rappelle qu'Everton, à Goodison Park, va accueillir la formation de Manchester United. On va voir exactement ce que cette équipe va produire chez les Toffees. C'est terminé pour la Première Ligue et nous enchaînons avec... Aquí está la Liga Española. Ça joue en Espagne. Il s'agira de la 8e levée avec Retafe de Djenda Konam qui a déjà retrouvé les terrains après sa blessure. Oui, Retafe qui accueille le Real Madrid de Rodrigo Vinicius et puis de Karim Benzema. Franck, là aussi, il y a match. Hein. Retafe, non seulement c'est un petit derby de Madrid, mais Retafe a besoin de points. Retafe a besoin de points. L'équipe ne va pas bien. Il faut avoir le courage de le dire. Ils sont juste 15e. Oui. Après, on va dire, 7 journées de compétition. On joue face quand même au deuxième de la compétition, le Real, qui depuis le début a été leader. Il a fallu ce match nul de la dernière fois pour que le club redescende un tout petit peu à deuxième position, ce qui n'est pas le cas de Retafe qui se cherche, qui ne joue plus bien comme on l'avait connu les saisons précédentes. Donc cette équipe a besoin vraiment de points pour peut-être jouer, on va dire, le milieu de tableau, pour se sauver, parce qu'elle n'est pas très loin de la zone rouge à proprement parler. Ils sont 15e. Donc Djenda Konam et ses coéquipiers ont le devoir de pouvoir titiller cette équipe, de l'embêter. Pourquoi ne pas essayer d'engranger au pire des cas un point du match nul? C'est aussi possible, mais là, lorsque je regarde un peu ce que fait le Real et puis cette contre-performance de la dernière fois, je pense que j'ai comme l'impression qu'ils vont se lâcher. Vous vous inquiétez pour Retafe. On rappelle que c'est la deuxième pire défense de Liga après celle de Elche. 15 buts déjà encaissés en 7 matchs de championnat. Vous pensez que Retafe a son mot à dire? Est-ce que Retafe a son mot à dire? Si Retafe veut quelque chose, il va falloir le faire sur le terrain, prouver sur le rectangle vert, mais devant, ce sera le Real Madrid qui ne sera pas qui ne fera pas dans la dentelle, qui sera sans pitié devant cette équipe de Retafe. Même s'il y a Djenda Konam de ce côté, on sait que le club de la banlieue madrilène depuis le début de la saison, ce n'est pas ça. C'est très compliqué pour Retafe actuellement. Et devant le Real Madrid, j'ai bien peur que ça coule encore. Oh là là. Parce que
il y a également, depuis le début de la saison, avec Jane Dakonam, le club a toujours connu des défaites. Bon. Et quand entre Griville était blessé, touché au genou entre-temps, le club a recommencé par gagner. Vous voulez dire que c'est lui la poisse? Est-ce que Jane est devenu aujourd'hui le chat noir? Bon, point d'interrogation. Vous posez des questions. En tout cas, il y a des joueurs intéressants comme Jaime Mata ou encore Enes Unal et Carles Alenia. Voilà des joueurs en tout cas du côté de Retafe qui se sont obligés de faire la différence. Le match a lieu samedi à 19h. FC Séville avec Jorge Sampaoli. Premier match, premier test pour lui, ou bien retest si vous voulez, puisqu'il a déjà joué avec, il a déjà entraîné cette équipe andalouse. Le FC Séville au Sanchez Pizjuán reçoit l'équipe de l'Athletic Bilbao, et puis le FC Barcelone joue dimanche face au Celta Vigo, se relancer après la défaite enregistrée en Ligue européenne des champions face à l'Inter Milan, et sûrement Lewandowski sera encore au rendez-vous. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous sommes en Allemagne et là aussi, cette fin de semaine, on va assister à un classiqueur. Est-ce qu'on doit encore s'extasier devant un tel match? Parce qu'on sait très bien que sur les dernières confrontations, le Bayern a toujours eu cette balade face au Borussia Dortmund. Franck. Sur les 8 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, le Bayern a eu à dicter, on va dire, sa loi au Borussia Dortmund, mais ça reste quand même le classiqueur. Vous savez, ces genres de matchs restent des matchs assez importants de la saison. Et c'est au Signal. Voilà, au Signal. Ça sera plein à craquer. Ça sera très plein. Ça, lorsque vrai. vous connaissez un peu l'ambiance de ce stade, c'est toujours plein. Et le Borussia Dortmund qui a envie quand même de renverser une situation qui lui est défavorable depuis plusieurs saisons. Oui. Donc, sur le côté statistique, on va nettement dire tout de suite que le Bayern est au-dessus. Le Bayern va pouvoir gagner ce match. On l'a dit, sur les 8 derniers matchs, c'est le Bayern qui a toujours pris les points, qui a toujours gagné. Donc, je pense que c'est un peu déséquilibré au départ. Oui. Surtout que le Bayern a envie quand même d'aller chercher des points et reprendre sa place de leader qu'on lui connaît. Donc, mais attention, cette équipe a quand même des valeurs. Les jeunes comme les Bellingham, les expérimentés comme Guerreiro, Moukoko, les Julian Brandt, tout ça, peuvent défier les Leroy Sané, les Gnabry, les Mané. Ce sera d'ailleurs le premier classiqueur pour l'international sénégalais. Donc, vivement qu'ils puissent faire la différence. Pourquoi pas. Donc, c'est un match assez intéressant et qui s'annonce quand même, très serré. Vous nous le recommandez à regarder. À regarder, forcément. Avant de vous retrouver, Bayern Munich 15 points, Dortmund 15 points, le troisième contre... Non, c'est Dortmund qui reçoit, Dortmund 4e qui reçoit le troisième. Est-ce que quand on voit ce classement-là, ce nombre de points, ces stats, ça doit donner de la confiance au Borussen? Normalement, ça doit donner de la confiance au Borussen. Maintenant, sur le terrain, on sait que c'est vrai que le Bayern de Munich est aujourd'hui troisième, mais c'est une équipe... À 2 points du leader. L'Union Berlin. À 2 points du leader, mais c'est une équipe de Bayern de Munich qui marque assez de buts. Oui. Et c'est là que j'ai bien peur pour cette meilleure équipe. Attaque du championnat. 23 buts marqués. 23 buts. Et derrière, il y a aussi cette défense-là de Borussia Dortmund qui encaisse assez de buts. Oui, ça c'est vrai. 10 buts aujourd'hui et devant ça ne marque pas en assez. 8 matchs. En 8 matchs. Devant ça ne marque pas assez. Pour vous, le Bayern est au-dessus. Le Bayern est au-dessus. Et j'ai bien peur pour le Borussia Dortmund, même si les jaunes et noirs seront... Ils vont pas quand même prendre une valise quand même. En tout cas, j'ai bien peur pour eux, comme je le dis. Attention à ne pas prendre une valise quand on sait que le Bayern de Munich, c'est quand même un coutumier du fait. Oui. Mettre 5 buts, mettre 6 buts à ses adversaires, je crois que si le Borussia Dortmund veut quand même faire quelque chose devant le Bayern de Munich, il va falloir bien gérer, surtout ces temps forts, les 15 premières minutes et puis les 15 dernières de la première mi-temps. Les deux extrêmes, il va falloir être très clinique. Quand vous avez des occasions, mettez-les tout de suite et derrière, je crois que ça peut faire douter cette équipe munichoise parce que... Qui, en championnat, a déjà perdu des points. Justement, faut le reconnaître aussi. C'est là même, allez-y, pour chuter. Je voulais en venir. Cette équipe, quand devant ses adversaires, on met l'impact physique et que l'adversaire arrive à marquer des buts, ça le met un peu dans le doute et derrière, ça peut craquer aussi. On rappelle que Borussia Mönchengladbach, l'Union Berlin et Stuttgart
Stuttgart ont fait des matchs nuls contre cette équipe du Bayern et pourquoi pas le Borussia tenir tête à cette équipe bavaroise. Franck, on reste avec vous pour les autres matchs de cette 9e journée de Bundesliga. Et ça commence d'ailleurs ce soir avec deux clubs, on va dire, qui sont dans le top 5 et puis dans le top 10. Offenheim qui est 5e, qui reçoit le Werder Bremen, qui se porte bien, on peut le dire, cette saison 8e. Et puis demain, samedi, deux clubs du bas de tableau, le Bayer Leverkusen qui reçoit Schalke 04. Il y aura ce match entre Mayence et puis Leipzig qui se cherche. C'est un match entre deux clubs, on va dire, qui occupent le même niveau pratiquement. Leipzig 11e et Mayence 12e au classement. Augsbourg va jouer contre Wolfsburg. Voilà, deux équipes très proches également par rapport à leurs prestations en championnat. Et puis le dernier, Bochum, qui joue contre Francfort. C'est un peu déséquilibré. Francfort est 6e et peut espérer aller chercher des points sur les installations de Bochum. On aura dimanche 3 matchs pour boucler cette 9e journée. Borussia Mönchengladbach qui joue contre Cologne. L'Hertha Berlin est opposé à Fribourg. C'est bien parti pour Fribourg. Fribourg 2e contre le 14e au classement. Et puis le leader Union Berlin qui va être en déplacement sur les installations du Stuttgart. Stuttgart qui ne va pas bien, 16e. Ce qui veut dire que peut-être on peut penser que l'Union Berlin va encore engranger 3 nouveaux points. Mais attention. Pourquoi pas. Donc, schön, Herr Nunyama, et vous le recommande. Le classiqueur, ce sera un face-à-face. Jamal Musiala et puis Jude Bellingham, deux jeunes, en tout cas, poussent de la Bundesliga. Quand vous les regardez, qui sont des amis, justement. Quand vous les voyez jouer, ils sont extrêmement intéressants. Alors, on poursuit. Il nous reste encore 2 majeurs. L'avant-dernier. Benvenuto Calcio Italia. On parlait tout à l'heure de 2 grands, en tout cas clubs du côté de la Bundesliga. Il y a également 2 du côté de l'Italie qui vont se faire face à face. Ce sont de bons amis? Ce sont de bons amis parce qu'on sait que les bons comptes font les bons amis. Et aujourd'hui, la Juventus de Turin et l'AC Milan, ce sont quand même 2 équipes historiques de ce championnat. Absolument. Les deux clubs les plus titrés de la Serie A qui vont s'affronter, même si depuis le début de la saison de la Serie A, ce sont quand même des équipes qui se cherchent. L'AC Milan et puis la Juventus de Turin. Le derby de l'Italie, comme on l'appelle souvent, parce que normalement c'était le match entre la Juventus de Turin et puis l'Inter Milan, qui était nommé le derby de l'Italie. Mais arrivé à un moment donné, Silvio Berlusconi a dit: Miette, je suis le club le plus titré de l'Italie et donc je crois qu'il faut mettre à l'écart l'Inter et donner cette nomination-là entre la Juventus de Turin et le Milan C. Et donc demain à 16h, le Milan AC accueille à San Siro, la Juventus de Turin, et tout commence déjà tout sur le coup de 13h entre Nero Verdi de Sassuolo et puis Nerazzurri de l'Inter Milan. À 18h45, la Bologna avec son arme fatale, Arnautovic, reçoit la Sampdoria abandonnée de la Serie A. Dimanche à 10h30, Torino reçoit Empoli. À 13h, Monza va jouer la Spezia. Salernitana reçoit Hellas Vérone. Et puis, gros match également de haut du tableau entre Udinese, 3e, et puis l'Atalanta, 2e. Ce n'était pas forcément attendu entre ces 2 formations-là aujourd'hui, mais ce sont des 2 équipes qui font la pluie le beau temps dans ce championnat. Alors, c'est un match que je vous suggère, 3e et puis 2e. À regarder. À tout prix. À 16h, Cremonese reçoit le leader Napoli avec Visca Kvaratskhelia. À 18h45. Votre ami Varadona. À 18h45, l'AS Roma reçoit Lecce et puis lundi, la Fiorentina joue la Lazio de Rome. En tout cas, on suivra toutes ces affiches croustillantes du côté de la Serie A italienne. Vous l'avez dit, Milan AC, Juventus. Ça nous rappelle des matchs assez super intéressants entre les Rossoneri et puis les Bianconeri. C'est bien noté. Grazie mille, Delanov. Et on termine le tour des majeurs. Désormais, nous sommes Ligue 1.
Info Ligue 1. Nous sommes en Ligue 1, l'épisode 10 à suivre cette fin de semaine avec déjà samedi. On aura Reims, Paris Saint-Germain. Oui, les Parisiens seront du côté de l'équipe rémoise pour pourquoi pas encore grappiller d'un point. Marseille au Vélodrome joue contre Ajaccio. Dimanche, on aura le derby du Nord entre Lille et le Racing Club de Lens. Tous les billets, les tickets sont déjà vendus. Il n'y a plus de place au niveau du stade Pierre-Mauroy. C'est à guichet fermé. C'est pour vous dire que oui, dans cette partie de la France, on ne laisse pas du tout les choses se passer sans être dans l'organisation parfaite. Lille-Lens, Franck, c'est un gros match attendu, même si Lille ne va pas très bien, mais Lens est en meilleure forme. Lens est en forme avec son monsieur Seko Fofana, l'international ivoirien qui va bien et qui porte cette équipe sang et or. Lille n'est pas forcément bien en ce début de saison. Le champion de France d'il y a 2 ans se cherche, mélange un peu les contre, ou bien multiplie les contre-performances. Donc, avantage, on va dire, au sang et or. Lens qui tient bien ce début de saison et qui peut rapidement faire la différence. C'est un club qui n'a peur de personne et qui peut faire la différence. Moi, j'ai envie de parier sur Lens. Ah oui, Franck qui dit Lens. Vous allez dans le même sens que Franck concernant la victoire finale de Lens face à Lille? Je crois oui aussi, parce que cette équipe nous a montré depuis 2-3 saisons déjà qu'elle est en train de grandir, surtout avec Seko Fofana, avec Ignatius Ganago, Florence Otoka, des joueurs de qualité dans ce groupe-là. Je crois que Lille, depuis son titre, c'est un peu perdu complètement avec des joueurs qu'ils ont vendus les ici David, et là. David sont là. Même s'il y a les David. Les Jonathan, pardon. Les Jonathan. Oui. Puisqu'il y a Bamba et David. Les Jonathan, je crois que de l'autre côté, même si c'est Jonathan David, il y aura Goliath du côté du RC Lens avec Seko Fofana. Très bon joueur, quand ne cessera de le dire. Cette équipe montre depuis le début de la saison qu'il est bien parti pour pouvoir accrocher une place européenne. En tout cas, Lens qui fait partie des meilleures attaques du championnat derrière le Paris Saint-Germain, Marseille et Lorient. Ça va jouer du côté du stade Pierre-Mauroy ce dimanche. Ce sera une ambiance folle. Lorient avec Dango Ouattara, avec sa patte gauche. Le Burkinabé également attendu avec l'équipe des Merlus. On vous invite à suivre ce match à Lille-Lens. L'ambiance sera tout simplement folle, mais tout ça maîtrisé par les forces de l'ordre, parce que c'est très important qu'après un match de football qu'on ne ramasse pas des casses. C'est très important également. Alors messieurs, mine de rien, on est arrivé au bout de l'aventure. On va se souhaiter des salutations, puisque comme toujours, quand on est là, on dit que nous sommes des privilégiés. Il y en a qui ont voulu être à notre place, et même vivants aujourd'hui, mais bon, ils n'ont pas eu cette occasion. Il y a à l'heure Jopa, même il y a certains même qui sont conduits vers leur dernière demeure, comme on le dit. Nous on est là, on en profite tout simplement. Mon cher Delanov. Je vais tout de suite remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a encore offerte cette semaine, et aujourd'hui nous voici vendredi. Bon début de week-end à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui nous ont suivis, les amis de la plateforme PFE. Soit nous, Kodjo Marcelin, Jean Amédée, Ignace Hunkpati, tous ces amis-là qui nous suivent et puis nous soutiennent de loin. Ah oui, c'est très important. On fait un coucou à Julien. Non, attends, qu'est-ce que je raconte pas Julien. Même si Julien. Adam Été, il y a un autre Julien également. Mais c'est pas eux que je voulais citer. je dis bonjour à Elom Nayo. Oui, Aminran, bonjour à toi. Franck Nounyama. Oui, bonjour à Rachid, bonjour à Jean-Luc depuis le terrain d'Agaza. On va saluer Basile Ayebois également, fidèle de cette émission. On n'oublie pas Mohamed Touré et Ampoule. Marseille va bien, il est content là où il est. Donc, excellent début de week-end à toutes et à tous. On salue également Jean-Louis Koudjonou. C'est un inconditionnel également de cette émission. Pleine santé à vous, cher tonton. Et on souhaite un joyeux anniversaire à la consoeur Sergine Raimondo, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à notre concert de la télévision nationale. Merci Franck. Ça a été un plaisir. Bon, je vais dire choukran, puisque vous êtes arabe. Voilà. Vous partez pour le Qatar très bientôt. Très bientôt, mon cher Delanov. Merci beaucoup. Très bientôt, merci. Allez, bonne santé à toutes et à tous. Merci Elom Adovon, merci à Anas PM. On se donne rendez-vous lundi avec le même plaisir, la même passion de vous servir. Ciao, ciao.